Salut tout le monde. À l'occasion du Grand Prix de Bahreïn 2020, ce 29 novembre, nous avons vu un accident spectaculaire. La Haas du français Romain Grosjean percutant le rail tout en s'embrasant nous a donné des images terribles. Nous avons tout de suite été rassurés lorsque nous avons vu les images du français sain et sauf. Cet accident est très spectaculaire et sûrement l'accident le plus incroyable depuis de nombreuses années. La violence de l'impact a littéralement coupé la voiture en deux. Mais est-ce l'accident le plus violent de ces dernières années? Selon les données de l'équipe Haas, Romain Grosjean aurait percuté le rail à la vitesse de 221 km/h, occasionnant une force de décélération de 53 G. Mais qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire? Comment peut-on l'interpréter? Qu'a-t-il ressenti à ce moment-là? Quels impacts cela peut avoir sur sa santé à court et moyen terme? Et a-t-on connu des accidents encore plus violents? À défaut d'entrer dans les détails les plus précis, nous allons interpréter la donnée de la force G en la vulgarisant, essayer de comprendre ce qui lui aurait sauvé la vie et comparer ce crash avec d'autres accidents assez récents. Dans une voiture, les pilotes encaissent une force cinétique lors des phases d'accélération, de freinage, de virage, appelée la force G. Et pas besoin d'être un pilote de F1 pour la sentir. Une simple virée en karting peut permettre de s'en rendre compte à un niveau très faible. Cette force, souvent associée à la vitesse, est présente partout. À moins que vous ne regardez cette vidéo dans une voiture en mouvement ou dans l'espace, vous subissez la force de 1G, que vous soyez assis, debout ou allongé, puisque vous supportez votre propre poids. Plus cette valeur est grande, plus elle est difficile à résister pour le corps humain, et d'autant plus elle est ressentie pendant un laps de temps plus long. C'est pourquoi les pilotes de F1 sont des athlètes et s'entraînent très dur pour encaisser beaucoup mieux qu'une personne lambda. En regardant un Grand Prix de F1, nous pouvons être soumis à des images très effrayantes. Nous avons connu de bon nombre de gros accidents où les pilotes font des tonneaux, sont projetés dans les murs. Je devais profiter d'une autre vidéo pour faire ma première vidéo en voix off, mais j'ai préféré le faire ici pour être le plus clair possible. Dans cette vidéo, quels impacts cela peut avoir sur sa santé à court et moyen terme, énième stop. J'imagine qu'on se souvient quasiment tous du crash de Romain Grosjean en Belgique en 2012, qui était hors du commun. Mais malgré ces images, nous ne pouvons pas le classer comme étant un crash violent. Pour voir un crash très violent en Belgique, nous pouvons évoquer la sortie de piste de Luciano Burti en 2001. En tentant de dépasser Eddie Irvine à Blanchimont au 5e tour, le pilote italien se fait toucher par la Jaguar et perd immédiatement la trajectoire. Il finit sa course dans un mur de 4 rangées de pneus de profondeur à 270 km/h, soit 111 G. Pour vous donner une image, si Luciano Burti pesait à cette époque 75 kg, lors de cet accident, il aurait instantanément pesé 8325 kg. À titre de comparaison, lors de son crash, Romain Grosjean a subi une force de 53 G, son corps aurait pesé 3800 kg. Coincé dans le décor, il se fait aider par Irvine qui est sorti de sa voiture pour le libérer. Blessé à la tête, l'Italien ne courra plus en championnat du monde de F1. 13 ans plus tard, il a reçu en trophée ce fameux casque qu'il portait le jour de son accident et qui fut son dernier Grand Prix. L'état de ce casque peut témoigner de la violence de l'impact. Le pilote de l'écurie Prost, car oui, Alain Prost a déjà eu une écurie et je ne saurais que vous conseiller la vidéo de Le Circuit pour connaître son histoire, a déjà été victime d'un accident spectaculaire en Allemagne cette même année où sa voiture était projetée en tentant de dépasser Schumacher au départ. Nous avançons de 2 ans pour décrire ce fameux Grand Prix du Brésil 2003. C'est lors de la sortie de piste de l'Australien Mark Webber, sain et sauf après son accident, laissant de nombreux débris sur la piste, que l'Espagnol Fernando Alonso percute une roue. Déséquilibrée, la Renault s'encastre violemment dans un mur de pneus à très haute vitesse, impliquant une force de décélération de 35 G latérale et longitudinale. Ce mur de pneus le faisant rebondir sur la piste, il finit sa course de l'autre côté, lancé dans le mur de béton. On pourrait croire que son premier impact a été très violent, mais c'est surtout la robustesse du mur en béton qui a été violente. Et malgré une force de décélération de 60 G, le pilote n'a eu que quelques hématomes à un coude, un genou et à la cuisse gauche. C'est l'accident de Alonso qui a enfin provoqué les drapeaux rouges signifiant que la course est interrompue. Petite anecdote, c'est donc Giancarlo Fisichella et sa Jaguar qui remportent ce Grand Prix, officiellement le Grand Prix suivant. Alonso étant au centre médical, il n'a pas pu célébrer son podium.
L'année suivante, c'est Ralf Schumacher qui, au Grand Prix des USA 2004, a explosé son pneu Michelin, imitant la mésaventure de Fernando Alonso quelques tours avant. Et je pense qu'il n'était pas prêt pour l'année suivante. Si Alonso n'a pas été blessé, le frère du Kaiser, lui, a subi un choc de 78 G, le faisant immédiatement perdre connaissance. Avec plusieurs vertèbres fracturées, Ralf doit observer une longue convalescence et ne fait son retour à la compétition que pour les 3 dernières manches de la saison. Lors du Grand Prix suivant, c'est au tour de l'Italien Jarno Trulli de faire une violente sortie de piste au Grand Prix de Grande-Bretagne. Heurtant un mur de pneus avant de faire des tonneaux dans le gravier, le pilote Renault s'en sort indemne. Nous avançons un peu dans le temps pour nous retrouver face à ce fameux jour du 10 juin 2007, moment où se déroule le Grand Prix du Canada. C'est au 26e tour que le pilote polonais Robert Kubica touche l'arrière de la Toyota de Trulli, un peu avant Hairpin. La BMW étant incontrôlable, il percute très violemment un mur de béton à 230 km/h. Après cet impact, la voiture part en tonneau pour s'arrêter quelques mètres plus loin. Un choc de 75 G qui ne lui occasionne que quelques blessures légères, à savoir une commotion cérébrale quand même, et une entorse de la cheville droite. Petite anecdote, l'année suivante, il remportera le Grand Prix du Canada 2008 sur le même circuit, faisant de cette course la seule victoire d'un pilote polonais à ce jour. Oui, Robert Kubica ne remontera plus sur la plus haute marche du podium. Nous continuons notre voyage dans le temps pour changer de décennie. C'est à l'occasion du Grand Prix d'Europe 2010 qu'on a été témoin d'autres images spectaculaires. Celle de l'Australien Mark Webber s'envolant après avoir tenté de dépasser Heikki Kovalainen, qui avait un tour de moins. La Red Bull s'envole, retombe violemment sur le vibreur au niveau de l'arceau de sécurité, prévu aussi pour ce genre d'incident, avant de s'arrêter grâce à un mur de pneus. Regardez, il hésite à droite et puis finalement hop, et en fait, oui. Ouais, cette caméra exceptionnelle. Regardez, c'est là où on aurait pu se faire très mal. Plus de peur que de mal, Mark Webber s'en sort indemne. Là pour l'instant, Mark Webber qui remue la tête, ça c'est plutôt encourageant parce que c'est extrêmement impressionnant, mais par chance il est tombé sur ses roues. L'année suivante, c'est au tour de Sergio Pérez de faire un gros accident à la nouvelle chicane de Monaco pendant la Q3. Le pilote mexicain dit Checo a perdu le contrôle de sa Sauber C30 à la sortie du tunnel. Percutant le rail à droite, sa voiture glisse jusqu'à s'arrêter violemment dans le Tech Pro. De nombreux pilotes ont commis ce genre d'erreur dans le passé, à l'instar de Button ou Rosberg. Cette fois-ci, le jeune pilote ne parvient pas à sortir lui-même de sa monoplace. Sonné par un choc de 80 G, mais sûrement sauvé par la mousse de son appui-tête, Sergio resta 2 nuits en observation à l'hôpital. A l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne 2014, le pilote finlandais Kimi Räikkönen se crache violemment. Les capteurs de sa Ferrari F14T ont enregistré une décélération de 47 G. Mais que s'est-il passé? Kimi, coming to you, obviously the first question has to be, how are you feeling after your accident at Silverstone? Any after effects and what happened? I crashed. Non, pour être plus précis, Kimi a perdu la corde lors du virage précédent et en tentant de revenir sur la piste au niveau de la ligne droite de Wellington, sûrement trop rapidement, il a perdu l'arrière de sa voiture. Le fameux coup de raquette quoi. Projeté dans un rail de sécurité, celui-ci fait rebondir la Ferrari numéro 7 sur la Williams de Felipe Massa qui prenait son 200e Grand Prix en F1. Et la Sauber de Kobayashi. Après s'être difficilement extrait de sa monoplace, Räikkönen est évacué vers le centre médical où les médecins ne l'autorisent pas aux essais qui se tiendront 2 jours plus tard à cause de ses contusions aux genoux et aux chevilles. Il sera remplacé par Jules Bianchi. L'année suivante, Carlos Sainz perd le contrôle de sa Toro Rosso STR10 vers les 35 premières minutes de FP3. Les essais Ligue 3 si vous préférez. Lors du freinage du virage 14, l'Espagnol tape le mur à sa gauche. Sa monoplace endommagée étant incapable de négocier le virage, ni de s'arrêter d'ailleurs, il finit sa course plus loin à 150 km/h, coincé sous les Tech Pro. Une mésaventure qu'il aurait je pense aimé s'en passer, d'autant plus que c'est au bout de quelques minutes qu'il réussit à y sortir aidé par les commissaires. Les Tech Pro sont ces barrières en plastique qu'on voit de plus en plus sur les circuits. S'ils ont l'avantage de ne pas faire rebondir la voiture sur la piste, comme le font les murs de pneus par exemple, ils ont parfois le désavantage de se soulever, laissant les voitures bloquées en dessous.
J'ai déjà vu cet incident en karting et c'est assez impressionnant. Transporté en civière pour réaliser des examens, il sera jugé apte le lendemain à participer à l'épreuve. Ce jour-là, le pilote abandonne, partant en tête à queue à 2 fois à cause d'un disque de frein cassé. C'est assez dommage car il avait fait une bonne course si l'on oublie sa pénalité pour avoir mordu la ligne à la sortie des stands. On se donne rendez-vous l'année suivante pour l'un des accidents les plus spectaculaires de ces dernières années. Il y a eu... Oh là, il y a quelqu'un dehors, là. Il y a un pilote qui est au fond du bac. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Fernando Alonso. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Fernando? Lors du 16e tour, l'Espagnol Fernando Alonso tente de dépasser la Haas de Esteban Gutiérrez. Une manœuvre de défense à peine visible mais inacceptable de la part de Gutiérrez étant donné de la position des pilotes à l'abord du virage entraîna des conséquences qui auraient pu virer au drame. Étant incapable d'éviter le Mexicain, Fernando Alonso, alors à 313 km/h, percute l'arrière de la Haas à 305 km/h, avant d'entrer en contact contre le mur à 45 G. C'est lorsqu'il rencontra l'herbe, puis le gravier, que la McLaren Honda part en tonneau avant de s'écraser avec une force de décélération latérale de 46 G. La voiture de l'Espagnol n'aura pas touché le sol pendant environ 0,9 secondes. Malgré cet accident, Alonso s'en sort un peu secoué, mais indemne. L'accident terrible qui vient de se produire sur le circuit d'Albert Park. Gutiérrez qui vient à ses nouvelles, mais quand on a vu Fernando Alonso assis, regardez la combinaison pleine de terre du pilote espagnol, sa voiture est détruite. Ferrari engines, but Grosjean, I just wanted to say Grosjean liked the place. Didn't mention that. Yeah, well he did say our other car. Pendant l'épreuve des qualifications du Grand Prix du Canada 2019, Kevin Magnussen sort au niveau du mur des champions, virage connu pour avoir connu un bon nombre d'accidents comme celui de Mansell en 1991, Alesi en 1995. Incapable de maîtriser sa Haas, le pilote danois heurte le mur de béton, se trouvant de l'autre côté de la piste, le renvoyant un peu plus loin. Il s'en sort sans blessure malgré un crash de 54 G. Et nous nous retrouvons à ce jour du 29 novembre 2020 où à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn, le français Romain Grosjean a subi cet incroyable crash au départ. Tentant une manœuvre plus ou moins inespérée pour dépasser un peloton, Romain Grosjean a percuté l'avant de la AlphaTauri de Daniel Kvyat, faisant l'effet levier, il n'a pas pu contrôler sa Haas et s'est retrouvé face à ce rail. La violence du choc a été telle que sa monoplace s'est coupée en deux, provoquant un incendie. Et pour nous tous, cela a été un soulagement de voir ces images du pilote sortant lui-même des flammes. De l'extérieur, cet accident est vraisemblablement impressionnant. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Romain a communiqué sur ces faits. Il a dit avoir essayé de sortir avant de se rendre compte qu'il était bloqué par quelque chose, ce qui était sûrement le rail. Donc, c'est rassis, en se disant qu'il devait attendre l'arrivée des commissaires. Mais c'est en regardant du côté gauche, voyant une lueur orange, sa visière commençant à déteindre à cause de la chaleur, qu'il a compris qu'il fallait sortir au plus vite. Il a donc essayé par la droite, puis par la gauche, en vain. S'est rassis une deuxième fois, en pensant à Niki Lauda. C'est à ce moment, voyant qu'il est bloqué, que les flammes se rapprochaient, qu'il dit avoir vu la mort. Sans pour autant avoir vu sa vie qui défilait devant ses yeux, il a commencé par accepter la situation. Se détendant, il se demande par où ça va commencer à le brûler. Et c'est à ce moment que vient son instinct de survie, pensant à sa femme, ses enfants, tirant alors sur son pied gauche, bloqué au fond du châssis. Il arrive à extraire son pied de la chaussure accrochée à la pédale. Un moment de lucidité vient à lui. Il décide de tourner son casque, passer sous la barrière, tourner son buste, et au moment où il a senti ses épaules passer, il a su qu'il allait en sortir vivant. La suite, on la connaît, le docteur de la FIA l'a attrapé et l'a sauvé. Je regarde la Formule 1 depuis le Grand Prix de Chine 2010, soit 209 Grands Prix. Et j'ai peut-être loupé 5-6 Grands Prix, pas plus. Je n'ai jamais vu un accident aussi impressionnant. Car il y avait tout pour que ce crash soit spectaculaire. La vitesse, la glissière, la voiture coupée en deux, dont la cellule de survie se trouvant coincée dans le rail, mais surtout le feu. Mais cette Haas qui se coupe en deux et qui s'enflamme, car je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une explosion. Mais je pense que, sans vouloir faire de vilain jeu de mots, ça nous a tous fait froid dans le dos. Mais lorsqu'on retrace les anciens accidents, peut-on dire que ce pic de décélération de 53 G, cet impact contre le mur à seulement entre guillemets 221 km/h, ce n'est pas aussi violent que le crash de Bourti par exemple.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut à présent se poser des questions, savoir comment cette voiture s'est enflammée, savoir comment elle s'est retrouvée coincée dans ce rail aussi, à savoir que les réservoirs sont conçus pour ne pas se percer comme c'était le cas auparavant. Est-ce qu'il faudrait à nouveau revoir leur conception? Je sais pas. Dans tous les cas, je pense qu'il faut dire merci à la sécurité que nous avons aujourd'hui. Alors c'est vrai, au péril de certains pilotes, les F1 de nos jours sont de plus en plus sûrs, et l'introduction du halo en 2018 peut être l'équipement qui l'aurait sauvé. Ce fut peut-être ce qui aurait déjà sauvé la vie de Charles Leclerc en Belgique en 2018, mais je pense que Romain Grosjean serait peut-être décapité comme ce fut le cas pour le pilote français François Sévère en 1973. Il faut aussi remercier les équipements tels que la combinaison, les gants, les chaussures et autres sous-vêtements, ainsi que son casque. Ces équipements sont tous INIQG et permettent au pilote de résister quelques secondes dans un tel brasier. N'oublions pas de saluer tout le personnel qui l'a aidé, en particulier celui de la voiture médicale qui a essayé de frayer un chemin pour secourir le français avec un extincteur. Mais si Grosjean n'est pas le pilote qui a survécu au crash le plus puissant de l'histoire de la F1, qui est-ce? Eh bien c'est le Britannique David Purley. Lors du Grand Prix de France 1973, Purley, privé de frein, perd le contrôle de sa Refrigeration Racing et la détruit complètement. Rien de grave cette fois-ci, mais le budget modeste de l'écurie est presque entièrement consacré à la réparation du châssis March 731 pour le Grand Prix suivant. Et c'est donc lors des essais pré-qualificatifs du Grand Prix de Grande-Bretagne 1973 que Purley, avec une voiture à peine reconstruite, connaît des problèmes d'accélérateur. Purley ne parvient pas à ralentir, quitte la piste et subit un crash monstrueux, une décélération de 179,8 G en passant de 173 km/h à 0 en seulement 66 cm. Il était le seul homme au monde à avoir survécu à une telle décélération et ce titre figure même dans le Guinness Book des records avant de se faire battre entre guillemets par Kenny Brack au Texas en IndyCar avec un accident à plus de 350 km/h et 214 G. Il a subi de multiples fractures, brisant son sternum, le fémur, brisant une vertèbre dans sa colonne vertébrale et écrasant ses chevilles. Pour être concret, si Kenny Brack faisait 75 kg, son poids aurait fait 16 tonnes au moment de cet impact. C'est un peu la masse de ce camion. Les dangers d'une force aussi violente, c'est que, à l'intérieur du corps, tous les muscles, les os, les organes sont eux aussi poussés, entraînant parfois des liaisons ou même pire des hémorragies qui peuvent arriver quelques heures après le crash. Et comment parler d'accident incroyable en F1 sans évoquer celui du malheureux Jules Bianchi, le pilote français étant décédé le 17 juin 2015 à 35 ans, 9 mois après son accident. Car lors du Grand Prix du Japon 2014, entièrement déroulé sous un déluge, l'Allemand Adrian Sutil sort sa Sauber, parti en aquaplaning au niveau du virage 7. Un tour plus tard, et c'est Jules Bianchi, victime du même phénomène, qui sort de la piste à 213 km/h au même endroit et encastre sa monoplace dans la grue qui procédait à l'évacuation de la Sauber C33 devant les yeux de Sutil. Jules Bianchi, alors inconscient, est victime d'un hématome intracrânien et est rapidement amené en ambulance à l'hôpital le plus proche, l'hélico ne pouvant pas décoller à cause des conditions météo. Si l'impact de la voiture avec la grue n'a été que de 58,8 G, les accéléromètres présents dans les oreillettes du pilote ont enregistré une décélération de 254 G. C'est la force qu'a subi la tête au moment de l'impact avec la grue, à la vitesse de 126 km/h. C'est comme si la voiture était tombée de 48 mètres de haut sur le sol, déclare Andy Mellor, conseiller technique à l'Institut de la FIA. Pour ce qui est du sort du pilote de F2, Antoine Hubert, lui aussi français, il s'est encastré dans un mur de pneus à 216 km/h, générant une force maximale de 33,7 G, avant de se faire percuter par Juan Manuel Correa à 218 km/h. Juan Manuel et Antoine auraient subi respectivement une force de 65,1 G et 81,8 G, ce qui aura été fatal au pilote français. En attendant, n'oubliez pas que le fait de piloter une F1 à plus de 300 km/h, parfois à quelques centimètres d'autres voitures à la même vitesse, implique d'avoir des réactions influées par la forte quantité d'adrénaline et que sous certaines pressions, par exemple la vitesse, l'écurie qui peut aussi émettre une certaine forme de pression, ce ne sont que des humains comme tout le monde et ils peuvent faire des erreurs. Certains peut-être plus que d'autres, mais ce qui les unit tous, c'est que personne n'est infaillible. Et depuis notre canapé, nous pouvons avoir une vision bien différente que celle que les pilotes peuvent avoir dans leur cockpit, que ce soit au sens propre du terme comme au sens figuré. En tout cas, l'accident de Romain Grosjean a été très spectaculaire. Je pense que ça a été l'accident le plus spectaculaire de ces dernières décennies. Pas forcément en termes de force de décélération, mais c'est d'autres facteurs qui sont venus en compte.
Je sais qu'il faut interpréter cette donnée de force G avec des pincettes parce que la FIA ne nous donne pas forcément le nombre de centièmes de seconde, de millisecondes où le pilote est confronté à ces forces G, mais elle donne quand même un a priori sur la force des accidents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me pourrait pousser à faire d'autres vidéos de ce style. Si vous avez des questions, d'autres informations à apporter ou des idées sur des prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. En attendant, je vous dis faites attention à vous et à bientôt.